Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Dans les pays anglophones en particulier, the sky is your limit, quoi. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et quand je suis arrivée en Angleterre ou même en Australie, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, est-ce que tu as pensé à faire ça, et tout d'un coup je me disais mais waouh, ils pensent que je suis capable, quoi. Et il y a cette ouverture là, quoi. En Angleterre, tu peux avoir une licence ou un master en histoire géo et te retrouver à travailler dans la finance. Il y a une flexibilité et donc une liberté que tu ne trouves pas ailleurs. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même dingue ce qu'on peut faire en partant, quoi, tout simplement. L'ailleurs m'attirait, en fait, les langues différentes, les coutumes différentes, de voir des gens s'habiller différemment. Le fait de découvrir quelque chose de nouveau chaque jour, je trouvais ça super passionnant, en fait, tout simplement. Quand je suis partie juste après mon bac, donc je crois 15 jours après que j'ai dit mes 18 ans, ça a été, oui, la liberté totale, parce que il y a quelque chose qui est lié avec la mentalité de là où on vit. Je pense qu'en France, du moins c'est mon point de vue personnel, j'ai eu à faire face plusieurs fois à des personnes qui me rappelaient ce que je ne pouvais pas faire, plutôt que de me rappeler ce qui était possible. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast des Français et Françaises partis vivre à l'étranger, produit en collaboration avec French Morning. Moi c'est Anne Fleur, je vis à l'étranger depuis 12 ans et avec ce podcast créé en 2019, je comble chaque semaine ma curiosité sans fond sur les questions d'expatriation, d'immigration et d'à peu près tout ce qui compose la vie à l'étranger. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur l'Angleterre et plus précisément à 55 minutes de train de Londres, dans la toute petite ville de Folkestone. On y retrouve Charlotte West-Lamorinière, prof de français à l'étranger depuis une dizaine d'années et autrice du livre pour enfants « Nous sommes bilingues ». Est-ce que vous saviez que sur Terre, un humain sur deux est bilingue ? Pourtant, on a tendance en tant que société à célébrer le bilinguisme occidental surtout. Eh bien, Charlotte s'est donnée pour mission de mettre en valeur tous les bilinguismes et s'attache tout particulièrement à sa représentativité. Aujourd'hui, elle nous raconte comment une assistante d'anglais rencontrée au lycée a changé le cours de sa vie pour en faire la maman aux 1000 casquettes qu'elle est aujourd'hui. En discutant avec Charlotte lors de l'enregistrement, on a eu l'idée de vous faire gagner un de ses exemplaires, un de ses livres « Nous sommes bilingues ». Un grand merci à Charlotte pour sa générosité. Si ça vous dit, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast pour toutes les modalités de participation. Avant de vous livrer notre conversation, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous parler la semaine prochaine. Allez hop, direction Folkestone en Angleterre. Voilà, c'est la fin de la journée, les élèves s'en vont, ça se calme un petit peu. Je me retrouve toute seule dans ma classe, mais la journée n'est pas encore complètement terminée puisque certains élèves restent dans l'établissement. On a pas mal de clubs et on a aussi une partie ferme dans l'école, ce qui fait que certains élèves restent aussi pour s'occuper des animaux. Et c'est plutôt sympa, ça veut dire que nos élèves sont assez proches de la nature et c'est plutôt agréable de les voir avoir accès à l'essentiel, on va dire, quoi. Pour me présenter, je donnerai mon prénom tout d'abord, Charlotte. Je suis française. J'ai encore peut-être un mal à me justifier en disant oui, je suis française, comme vous l'entendez sûrement à cause de mon accent. Et je dirais que je suis prof ici en Angleterre. Mais c'est une identité qui est un peu à bout de souffle en ce moment parce que je pense que je suis en train de commencer à faire un petit chemin vers une reconversion possible. Et donc, c'est ma façon de me décrire actuellement, mais il se peut que ça change. Je vous le disais en introduction, Charlotte est maman. Elle ne vit pas toute seule. Elle va vous présenter sa famille. Donc, j'ai Chris d'abord, c'est quand même grâce à lui qu'on a l'enfant. On est mariés depuis août 2019, mais on s'est rencontrés en janvier 2016. Il est anglais.
On est ensemble une petite fille et elle est née en octobre 2020. Donc on est tous les trois et on a un chat en plus qu'on a adopté à SPA il y a 3 ans maintenant à peu près. C'est un nom ridicule, malheureusement elle y répond donc on n'a pas pu le changer, c'est Beau. Donc c'est une fille et elle s'appelle Beau. Moi ça fait 3 ans, je m'en suis toujours pas remise. Je suis au Royaume-Uni actuellement. J'ai habité ici, ça va faire maintenant 10 ans. J'ai fait 7 ans à Londres et là ça fait 6 mois, pile poil, qu'on essaye l'aventure à Folkestone. En fait, Folkestone c'est dans le sud de l'Angleterre, pas loin de Canterbury. C'est aussi là où se trouve l'entrée du tunnel sous la Manche. Et en fait, pourquoi ce déménagement ? La vie à Londres me plaisait énormément, les sorties au ciné, au théâtre, tout ça, c'était top. Mais au tout début du confinement, de cette arrivée du virus, je suis tombée enceinte. J'ai fait toute ma grossesse plus mon congé maternité un peu dans cette petite bulle. Et du fait que beaucoup de choses sont possibles à Londres, mais dépendent du transport en commun, je me suis retrouvée assez rapidement frustrée, on va dire, de ne pas pouvoir sortir autant que d'habitude et de sortir tout simplement moins que si j'étais dans une ville plus petite en fait. Et malgré la proximité de la France avec l'Angleterre, j'ai quand même dû attendre que ma fille ait 7 mois avant de la présenter à mes parents. Et donc du coup, vu que ça faisait plusieurs années que mon mari se plaignait d'être en ville, qu'il préférait être un peu plus au vert, je lui ai dit, bon écoute, on a eu un bébé, je pense que c'est le changement le plus énorme qu'un couple peut avoir. Un déménagement à côté, c'est pas grand-chose. Ça fait plusieurs mois et même années que tu fais ce genre de remarques. Autant le faire, quoi. Et donc, du coup, on a regardé les petits bleds autour de Londres en se disant que c'était bien de rester quand même proche. Mais il s'avère qu'en train, il y a une ligne rapide, en fait, de Folkestone à Londres. C'est seulement 55 minutes. Donc, voilà, on est à Folkestone depuis septembre. Donc j'enseigne le français, langue étrangère ici, donc FLE, et j'enseigne aussi un petit peu l'espagnol parce qu'en fait en Angleterre, quand tu enseignes une langue, en général on te demande d'en enseigner une autre. Je suis en charge d'un département de langue dans une école et en plus de ça, je m'occupe de tout ce qui est anglais, langue étrangère dans mon établissement. Ce qui fait que quand un élève arrive d'un autre pays, en fait, c'est à moi de mettre les choses en place afin qu'il puisse être soutenu dans son éducation. C'est une particularité, je pense, en particulier des écoles dans les pays anglophones, en fait. Il y a vraiment une façon d'entourer l'enfant ici qui est beaucoup plus solide, en fait. Ici, ils sont vraiment très à cheval sur l'égalité des chances. Et donc, si quand tu arrives, tu ne parles pas la langue, effectivement, tu ne pourras pas suivre les cours de la même façon que d'autres. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que tu puisses avoir ces mêmes opportunités, en fait, finalement. On peut très bien avoir des élèves qui arrivent de pays où ils ont appris un peu d'anglais. Et donc, du coup, il faut quand même mettre les choses en place pour qu'ils puissent comprendre l'accent, comprendre le contenu des cours. Et puis, on arrive aussi avec des élèves qui ont 0 anglais. On a par exemple eu pas mal d'élèves qui sont arrivés d'Afghanistan, avec le contexte actuel en particulier. Je peux te laisser imaginer ce que ça donne. Surtout, en plus, on a des cas d'enfants qui arrivent seuls. Donc, il y a pas mal de choses à un niveau pas très humain à mettre en place. Et donc, c'est ça qui me plaît, en fait, dans ce système anglophone, en fait. Je trouve qu'on est beaucoup plus amené à échanger avec les élèves d'une façon assez individuelle, quoi. C'est beaucoup plus personnalisé, l'apprentissage ici. Quel que soit le niveau, de toute façon, l'enfant ira dans ses classes, quoi, normales, entre guillemets, de façon majoritaire, parce qu'on ne peut pas se permettre de donner des cours non-stop à ces élèves-là. Il faut aussi qu'ils puissent voir le contenu de ce qu'il y a dans chaque cours. Et puis l'immersion, c'est important. Pour le côté social aussi, effectivement, on veut que ces élèves puissent avoir des amitiés qui se développent, voilà, tout simplement. Donc oui, l'enfant ira dans les cours de base, on va dire. Et en plus de ça, en fonction de son niveau, il peut avoir ou non un assistant ou une assistante à ses côtés qui peut l'aider
qui peut parfois même traduire. Ça dépend des fonds qu'on a, ça dépend des aides possibles. En plus de ça, chaque fois par semaine, il y aura des petits cours, soit one-on-one, donc tout seul avec une personne, ou en petit groupe. Ça dépend vraiment du personnel qui est disponible, en fait. C'est ça aussi la grande difficulté, c'est que on n'a pas forcément assez de personnes qui ont des heures disponibles dans leur emploi du temps afin de pouvoir mettre certaines choses en place. Vous l'avez compris, Charlotte nous parle d'Angleterre. Pourtant, sa vie à l'étranger est très riche. Comment est-ce qu'elle est arrivée là ? Tout a commencé en terminale parce que j'avais une assistante de langue qui s'appelle Hannah qui venait et qui faisait des séances non obligatoires. Et en fait, moi, j'adorais l'anglais. J'étais pas vraiment une super bonne élève, j'ai toujours été assez moyenne, mais l'anglais, c'était ma matière, quoi. Et donc, du coup, vu qu'il y avait quand même une anglaise dans le lycée, moi, j'allais à sa séance et en fait, j'étais la seule à venir. Voilà, et en fait, c'était pas forcément des cours, on parlait, quoi. On est devenus amis très rapidement. Elle m'emmenait dans son appart pendant la plage horaire où on aurait dû être en classe. Enfin, c'était assez original, on va dire, comme séance. Et en fait, je lui ai dit, c'est quand même vachement bien que tu aies de la chance de venir en France pour faire de l'assistanat juste après ton lycée, parce qu'elle venait de finir l'équivalent du bac en Angleterre. En fait, sans que je lui demande quoi que ce soit, en fait, elle a parlé de moi à sa prof de français, à son lycée. Et en fait, elle m'a dit une semaine plus tard, écoute Charlotte, j'ai parlé à ma prof de français et elle m'a dit que si tu avais envie d'être assistante de langue dans mon lycée, tu avais un job, quoi, pour septembre. C'était pas le genre de truc qu'il fallait me dire 2 fois. Donc j'en ai parlé à mes parents et je pense que c'était un peu la bonne carotte parce que, comme je te le dis, j'étais assez moyenne. Et bon, j'étais pas une cancre, mais j'ai toujours trouvé l'école un peu difficile et pas forcément super intéressante. Et mon père m'a dit, écoute, si t'as ton bac, tu peux y aller. La motivation a augmenté énormément, même si je comptais l'avoir, mon bac, c'était pas la question, mais j'étais encore plus motivée. Et effectivement, je l'ai eu. Et donc, j'ai passé 1 an en Angleterre. J'ai fait 6 mois dans un lycée, la fameuse école qu'on m'avait promis. Et après, j'ai voulu rester. Donc, j'ai regardé les petits boulots et j'ai trouvé une école pour enfants handicapés où j'ai travaillé en tant qu'assistante pendant 6 mois. Et en septembre, je rentrais en fait en France pour faire mes études en France puisque j'avais regardé en Angleterre, mais ça coûtait hyper cher. Donc, j'étais revenue en fait en France. Je savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais pas spécialement envie de passer le CAPES. Prof d'anglais en France, ça me plaisait pas vraiment. Le côté où il fallait aller là où l'académie t'envoyait, c'était vraiment pas mon truc. J'avais envie de liberté plutôt que de restriction. Il y avait un programme à la fac où tu pouvais postuler pour être assistante. Donc j'ai postulé pour ce programme qui a été offert par le CEP, le Centre international d'études pédagogiques. Et j'ai des prises pour partir en Australie. Donc j'ai fait 1 an à Melbourne. Et puis je me suis dit, non, c'est bien ça, quoi. C'est être prof de français avec des anglophones qui me plaît. Et pas le contraire, quoi. Et donc je me suis rendu compte que de se former en Australie coûtait extrêmement cher. Je me suis dit, où est-ce que je pourrais aller ? Donc j'ai fait 12 mois à Melbourne. Finalement, j'y suis restée 6 mois supplémentaires parce que j'ai voulu jouer les prolongations, une fois de plus. J'étais revenue en France au bout d'1 an, juste pour passer Noël. Et pendant 2 mois, on va dire. Et en fait, pendant que j'étais chez mes parents, j'ai regardé où je pouvais aller faire ma formation de prof. En faisant ça, en fait, je me suis rendu compte qu'un double diplôme était possible. Le double diplôme que j'ai voulu viser, c'était celui de Canterbury, qu'il faisait avec l'université de Boulogne-sur-Mer, chez les Ch'tis. Et donc, j'ai fait un aller-retour, mais super, quoi. Franchement, j'ai des parents quand même incroyables, parce que je reviens juste pour 2 mois d'Australie. Ils m'ont vu très peu. Je leur dis que je suis prête à repartir pendant 6 mois encore en Australie, alors qu'ils m'ont pas vu depuis 12 mois, donc moyen, on va dire. Et je leur dis que quand je vais revenir d'Australie, je vais repartir encore en Angleterre et que je voudrais être prof là-bas. Mais qu'il y a un entretien à passer et puis c'est dans 1 semaine. Direct, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on prend la voiture et puis on se réveille, je crois, un truc genre 4h du matin pour prendre le ferry, arriver 1 demi-heure avant mon entretien. Là, un peu dépaysé quand même parce que je reviens de 12 mois d'Australie et puis à l'accueil, on me parle avec l'accent british. OK, dear,
What are you here for? On me demande d'attendre, je réponds no worries à l'australienne, donc c'était un peu un choc, mais finalement je passe l'entretien, ça se passe très bien, et puis je suis prise. Pour être prise à Boulogne, il fallait être prise à Canterbury, donc c'est nickel. Les entretiens passés, et donc réussis haut la main en janvier 2011, c'est finalement en septembre suivant que Charlotte intègre le programme d'1 an qui lui donnera un Master 1 en France et l'équivalent anglais du CAPES. Mais finalement, cette envie à tout prix d'enseigner le français à des anglophones, elle aurait pu l'assouvir en France aussi. D'où vient cette envie pour Charlotte de s'établir outre-Manche ? Je pense que j'ai toujours eu des envies d'ailleurs. J'ai grandi dans une petite ville. De la maternelle à la primaire, au collège, c'était tout le temps les mêmes personnes que je voyais. J'avais pas vraiment de nouvelles rencontres à faire. Et je pense que ça me frustrait, déjà jeune. Je sais que quand j'étais arrivée au lycée, qui était pour la première fois en dehors de ma petite ville, j'avais vu que ça vraiment comme limite une délivrance, en fait, de rencontrer des nouvelles personnes, tout ça. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même dingue ce qu'on peut faire en partant, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que quand on partait en vacances avec mes parents, souvent c'était en France et c'était très très bien. Mais c'est vrai que l'ailleurs m'attirait, en fait, les langues différentes, les coutumes différentes, de voir des gens s'habiller différemment. Le fait de découvrir quelque chose de nouveau chaque jour, je trouvais ça super passionnant, en fait, tout simplement. Exciting. Ouais, exciting. J'essaie de me retenir de parler à la Vandame. Mais ouais, exciting. Et c'est vrai que j'ai eu une correspondante anglaise. Je suis allée chez elle. On a eu des voyages à Londres avec l'école. Et à chaque fois, je trouvais ça super intéressant. Quand je suis partie juste après mon bac, donc je crois 15 jours après que j'ai dit mes 18 ans, bah, ça a été, oui, la liberté totale, parce que tout d'un coup, déjà, j'avais pas mes parents qui me demandaient, tu pars à quelle heure, tu reviens avec quelle heure, avec qui, comment. Donc ça fait drôle. Et puis, je trouve aussi que il y a quelque chose qui est lié avec la mentalité de là où on vit. Je pense qu'en France, du moins c'est mon point de vue personnel, j'ai eu à faire face à plusieurs fois à des personnes qui me rappelaient ce que je ne pouvais pas faire, plutôt que de me rappeler ce qui était possible. Si par exemple il y avait un concours, on me disait bah non, tu peux pas y participer, t'as pas telle moyenne. Il y a une prof, elle m'avait dit mais tu sais Charlotte, il y a des gens qui réussissent très bien sans faire de longues études. Et j'ai rien contre les gens qui font des études courtes, mais tu vois, c'est pas le genre de truc que moi personnellement je dirais à mes élèves, quoi. Tu vois, j'ai envie de leur dire, tu peux faire ce que tu veux, quoi, que ce soit des études courtes ou longues. Et en fait, je trouve qu'en fait, dans les pays anglophones en particulier, the sky is your limit, quoi. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et quand je suis arrivée en Angleterre ou même en Australie, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, est-ce que tu as pensé à faire ça, et tout d'un coup je me disais mais waouh, ils pensent que je suis capable, quoi. Et il y a cette ouverture là, quoi. En Angleterre, tu peux avoir une licence ou un master en histoire géo et te retrouver à travailler dans la finance. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Il y a une flexibilité et donc une liberté que tu ne trouves pas ailleurs. Si en France, tu as fait 5 ans à travailler dans une banque et tout d'un coup, tu veux être, je sais pas moi, maçon ou autre chose, bon, bah, faudra tout de suite postuler pour avoir accès à plein de trucs, alors qu'en fait, ici, les portes sont beaucoup plus ouvertes. Je pense qu'en France, on est un peu... pendant un temps, je disais terre à terre, mais je pense que c'est aussi qu'on est assez pessimiste, en fait. Mais je sais pas vraiment comment l'expliquer. Je pense que c'est culturel, en fait. Même dans les écoles, hein. Je parle souvent d'école et de quand moi j'étais plus jeune, parce que forcément, avec le métier que je fais, je suis obligée de faire un peu des parallèles. Mais je pense que même les profs en France, il y en a qui sont très bien, et je pense que la majorité sont très bien. Quand tu regardes en France, dans les collèges et les lycées par exemple, les profs peuvent arriver 15 minutes avant leur leçon, repartir 15 minutes après. Pour le système américain, je ne suis pas trop sûre comment ça fonctionne, mais je sais qu'en Angleterre, c'est des journées complètes qu'on fait. Si moi j'ai 5 heures à faire le vendredi, qui est le maximum d'heures que tu puisses faire dans une journée, bon, bah si ça commence à 8h45 et termine à 15h, bon, bah en général, je suis là-bas de 8h à 16h, voire plus tôt, voire beaucoup plus tard, quoi.
si j'ai que 2 heures d'enseignement, c'est pareil, il faut que j'arrive à ces mêmes heures, 8h, 16h. Et en fait, c'est pour que pendant les heures où je n'enseigne pas, je puisse accompagner des élèves et on puisse vraiment les suivre. Il y a moins de suivi en France. Quand tu vas dans un cours, il y a le cours, les mêmes exercices que tu dois faire, quelle que soit ta moyenne, quels que soient tes besoins. Je sais que quand moi je fais mes leçons, on est obligé de faire ça sur des PowerPoint, sur des tableaux interactifs. J'ai toujours 3 versions de mon activité. Des fois, je suis pas obligée d'en faire 3, mais j'en fais toujours 3 parce que j'aime bien la phrase "No one is left behind". Parce que du coup, ça donne pas d'excuses aux gamins qui disent "Ouais, mais c'est trop dur". Bah, c'est pas grave, regarde. Et puis en même temps, les gamins qui sont super forts en langue, eh ben, ils ont des exercices beaucoup plus challenging, quoi, pour les pousser vers le haut. Et ça, on l'a pas forcément non plus, quoi. C'est dommage. Et j'ai une admiration sans fin pour mes collègues, en fait, qui ont assuré pendant la pandémie, parce que le niveau d'exigence que les écoles ont, en fait, c'est un truc de fou. Quand je te parlais tout à l'heure de mes PowerPoints avec 3 activités au lieu d'une, faire ça pour 1 heure, pour les 23 heures de cours que j'ai à faire par semaine, c'est assez énorme, quoi. Et malheureusement, on n'est pas très valorisé en ce moment. Et justement, parlons reconversion. Charlotte a mentionné du bout des lèvres cette étape de sa vie qui se profile un peu à l'horizon. Moi, j'ai découvert un autre pan de son travail. Je vous le disais en introduction, les livres pour enfants. Charlotte avait posté un message un peu timide sur un groupe de mamans aux États-Unis sur Facebook, dans lequel elle présentait son livre. Et c'est ainsi que j'avais commencé à la suivre. Puis j'ai testé le livre Nous sommes bilingues sur ma famille et mon fils de 3 ans. Et toute la famille a adoré. Mais Nous sommes bilingues, c'est quoi ce livre au juste ? Dès que je me réveille, je parle de langue. Chaque matin, maman me fait un bisou et dit « Bonjour ». Papa boit son café et dit « Hello ». C'est comme ça que nous commençons notre journée. Après le petit déjeuner, on se dépêche un peu pour ne pas être en retard à l'école. « Vite, vite », dit maman. « Quick, quick », says daddy. Oh, regarde, c'est le petit chat. Tu as vu ? J'ai écrit le texte d'abord de Nous sommes bilingues, qui est un petit livre pour enfants bilingues et qui parle de ce que c'est qu'être bilingue, en fait. Et j'ai écrit ce texte-là parce que j'étais super frustrée il y a 1 an. En fait, je pense que le fait d'être bloquée avec le confinement, j'ai un peu compensé à acheter des bouquins en français à gauche, à droite, des Choupi, des petits ours bruns à fond la caisse, en me disant « Tu auras de la culture française, ma fille !» Et voilà, et en fait, on est dans un moment, je pense, où on parle de plus en plus de diversité et de représentation dans les livres. Je trouve que ce qui se passe en ce moment, d'un point de vue littérature jeunesse, c'est super intéressant. Je me retiens de dire exciting encore. Et il n'y avait pas de bouquin pour les enfants bilingues sur le bilinguisme. En fait, j'ai écrit le texte à la base avec ma fille en tête. En fait, j'ai écrit vraiment le texte sans forcément penser aux images, mais j'ai écrit le texte que j'aurais aimé lire. Je me suis dit, est-ce que c'est une bêtise ? Est-ce que ça vaut le coup d'en parler ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté l'une de mes collègues, parce que mon école à Londres, c'était une école qui allait de la maternelle au lycée. J'ai contacté l'une des profs de l'école primaire et je lui ai dit, écoute, j'ai un projet à te montrer, dis-moi ce que t'en penses. Parce qu'elle est cash. Et je savais que si c'était vraiment pas terrible, elle allait me le dire et qu'elle allait pas se retenir. Et donc, du coup, je lui ai montré, et non, elle était super emballée. Elle m'a dit, non, mais Charlotte, faut vraiment que tu le fasses. On a tellement d'élèves bilingues dans l'école qui sont pas représentés parce que mon école à Londres, il y avait plus de 50 langues parlées au sein même de l'établissement. Et elle m'a dit, non, go, go, go. Je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen alors. Et donc, voilà, je me suis lancée dans l'aventure et puis j'ai recruté, entre guillemets, des amis, des profs dans le secondaire, dans le primaire, maternelle, et puis même des profs d'université. Je leur ai demandé de lire le texte, de me donner du feedback. J'ai refait une deuxième chose comme ça par rapport au format, pour m'assurer que je faisais les choses bien comme il fallait, quoi. Et puis
J'ai rencontré aussi, j'ai pris rendez-vous avec une vraie éditrice de livres pour enfants pour qu'elle puisse lire mon texte. Et puis, pareil, ça marchait bien. Et là, elle me dit, par contre, je vais être honnête avec toi, les maisons d'édition en ce moment, c'est pas ça. Ils acceptent très peu de textes parce que Covid, il y avait très peu de ses collègues qui acceptaient de nouvelles choses. Et vu que c'était quand même pour une niche, elle m'a dit, franchement, je ferais ça... je pense que le faire soi-même, c'est une bonne idée. Alors, on parle de niche, mais je me permets quand même de rappeler qu'un humain sur 2, tout de même, dans le monde, est bilingue. Donc c'est quand même une niche assez conséquente. En France, on estime qu'environ 1 Français sur 10 est bilingue français avec une autre langue. C'est énorme. Et malheureusement, on met pas tous les types de bilinguisme en valeur. C'est vrai ça. Un peu comme le distinguo entre expat et immigré, dont on avait parlé en fin d'année 2021. On met pas toujours en valeur tous les bilinguismes, quand ils ne touchent pas les pays occidentaux. On va en reparler un petit peu plus loin dans l'épisode. Alors revenons-en pour l'instant à la publication du livre. J'avais mon texte en tête, avec en tête ma fille. Par contre, les illustrations, je les ai fait avec mes élèves en tête. Comme je te le disais, je travaille dans une école très multiculturelle à Londres, où les élèves venaient de tout horizon. Certains avaient des parents mixtes. Je sentais que je n'allais pas pouvoir me regarder dans le miroir si je repondais un bouquin où tous les personnages auraient été blonds aux yeux bleus. C'était juste pas possible. Et donc du coup, quand j'ai commencé à parler des illustrations avec mon illustrateur, il m'a montré les premiers croquis de l'enfant qui se veut être une fille au départ, quoi. Après, plusieurs personnes m'ont dit « Ah, c'est bien, on sait pas si c'est un garçon ou une fille. » Bon, tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que ça, on peut l'adapter, quoi. Au début, il m'a donné le personnage d'une petite fille avec un chignon, un nœud dans les cheveux, un haut à rayures, une petite jupe. J'ai dit, ah non, ça va pas le faire. Et donc j'ai demandé, non, des fringues confortables, parce que c'est un enfant qui est jeune. Et puis j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus fou au niveau des cheveux, quoi, que ce soit quelqu'un qui ait l'air dynamique, quoi. Et donc après, j'ai insisté pour avoir un papa qui ait la peau plus foncée que celle de la maman, parce qu'il y a beaucoup de couples maintenant qui sont mixtes et qui sont pas forcément très, très représentés. Tu retrouves beaucoup de livres en ce moment, et c'est très bien, avec des personnages qui ont la peau foncée, mais des personnages avec des parents mixtes, t'en trouves pas des masses. Et donc du coup, je voulais mettre ça en valeur. Et par rapport aux élèves, à ces petits camarades de classe, je voulais vraiment qu'il y ait des élèves, des enfants qui soient issus de différents pays. Et puis vu que j'étais aussi bénévole dans une école pour enfants handicapés, en plus de mon travail à Londres, j'ai aussi insisté pour qu'on puisse mettre quelques handicaps visibles, d'où l'implant dans l'oreille d'une des petites filles et puis l'autre qui est en fauteuil roulant, quoi. En fait, j'ai une version anglais-italienne qui est disponible. Là, j'ai les textes, mais il faut vraiment que je m'assoie 5 minutes devant mon ordinateur, ce qui est très 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 rare pour faire autre chose que du boulot. Mais j'ai aussi une version donc anglais-espagnol, anglais-arabe. L'idée, ce serait aussi de faire une version français-espagnol, français-italien, français-arabe. La version français-arabe en particulier me tient énormément à cœur parce que je trouve qu'en France, on a pas beaucoup de livres qui représentent la langue arabe ou la culture arabe, et c'est très 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 dommage. Et en fait, c'était pour ça que tout à l'heure je te disais, en fait, je trouve que ce qui est très dommage, c'est que on ne célèbre pas forcément toutes les formes de bilinguisme. Si par exemple en Angleterre ou en France, on te dit ouais, je parle français ou je parle anglais ou espagnol ou italien, tout de suite on se dit ah waouh, c'est trop bien. Mais quand tu parles à quelqu'un qui est d'origine tunisienne ou algérienne ou marocaine, combien de fois est-ce que tu entends des gens dire tu parles arabe, c'est vachement bien. Et ça, je trouve que c'est injuste. Quand j'ai fait les illustrations, en fait, c'est ça que j'avais en tête. J'avais en tête mes petits élèves à Londres qui parlaient ourdou ou punjabi ou une langue minoritaire
que l'on ne parle pas régulièrement comme glamour, on va dire. Et je voulais qu'ils puissent avoir un petit livre où ils pouvaient se retrouver représentés, mais aussi ils pouvaient avoir leur langue représentée. D'où, pour moi, la nécessité de faire une version qui est à personnaliser, en fait. Donc maintenant, la version We Are Bilingual est personnalisable. On peut acheter le livre sur Amazon. Là, je l'ai mis il y a 3 jours en ligne pour qu'il puisse aussi être trouvable en ligne dans des boutiques genre Barnes & Noble et puis Waterstones, pour que justement les personnes qui ont une langue minoritaire un peu moins commune, on va dire, puissent ajouter eux-mêmes leurs mots. En fait, au début, je m'étais dit, je vais être obligée de faire de l'auto-édition, parce que de toute façon, je suis partie pour faire un bouquin qui est bilingue. Si tu regardes ce qu'il y a en ligne, il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est en parlant à la personne qui est en charge de l'édition qui m'a dit, écoute, je suis désolée, je ne pourrais pas l'éditer parce que c'est bilingue, et puis les autres maisons d'édition, c'est pareil, elles ne prennent pas vraiment de livres en ce moment. Mais du coup, je me suis dit, ah bah tiens, il y aurait eu du potentiel, parce qu'elle m'avait dit à la fin, essaye quand même 6 maisons d'édition, et si jamais t'as pas de retour, va pour l'auto-publier. Mais en fait, ce qu'elle m'a aussi dit, et ça m'a retiré l'envie en fait, elle m'a demandé de faire certains changements qui allaient un peu à l'encontre de l'intérêt du bouquin, et qui allaient un peu à l'encontre de choix que j'avais fait exprès, parce que c'était un bouquin bilingue en fait. Par exemple, elle disait, est-ce que c'est vraiment nécessaire que les parents se parlent au réveil, à dire bisous? Oui, c'est nécessaire, puisque ça représente qu'un enfant entend, en fait, utilise pour échanger. Enfin, c'était des trucs tout bêtes comme ça, mais qui étaient, pour moi, primordial. Et donc, du coup, je me suis dit, si c'est pour passer par une maison d'édition et qu'on change la vision de ce que j'ai, ça va être moyen. Et en plus de ça, il y avait le côté des illustrations, parce que tu as beaucoup de maisons d'édition, en fait, qui veulent bien t'acheter ton texte, mais ensuite ils choisissent leurs illustrations eux-mêmes. Et en fait, moi j'avais une idée assez précise par rapport au ton des couleurs, par rapport aux personnages, comme je te disais tout à l'heure, avec la représentation de diverses personnes, diverses origines, tout ça. Je voulais pas le perdre. Pour moi, le texte et les illustrations allaient ensemble. En regardant un peu plus, parmi les personnes qui avaient fini par faire de l'auto-édition, il y avait une nana qui parlait de ça sur un groupe d'auteurs, et elle expliquait qu'elle avait vendu son premier texte sur sa petite fille à une maison d'édition, donc elle était super contente. Et en fait, le jour où elle voit les illustrations qu'ils ont choisies, elle n'avait pas son mot à dire, et sa petite fille, c'était un cochon. Ils avaient transformé les personnages en cochons. Donc bref, je me suis dit, bon, il faut à tout prix que je garde le contrôle. Si je veux avoir un projet dont je suis fière, il faut vraiment que j'ai mon mot à dire jusqu'au bout, quoi. Puis, en fait, plus on se rapprochait du concret, en fait, je pense à partir du moment où j'ai eu les premières illustrations, je me suis dit, waouh, ça va vraiment arriver. Je me suis dit, en fait, j'ai d'autres idées, en fait, de livres. Et donc, du coup, je me suis dit, peut-être que en faisant un deuxième et puis un troisième, il y aurait moyen de monter ma propre petite maison d'édition. Pourquoi pas? Et donc j'ai choisi The Bilingual Club parce que pour moi ça permettait de rassembler différentes personnes de différents horizons, mais comme je le lis dans le livre, qui sont tous les mêmes, qui sont tous bilingues, quoi. On lit une histoire. Oui, tu veux? Regarde, nous sommes bilingues. On a parlé de représentativité, et je pense que vous avez bien compris, ou du moins pris conscience, comme moi, de la nécessité de celle-ci dans tous les pans de notre société, bilinguisme inclus. Quelles sont les ambitions du Bilingual Club à terme? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est donc célébrer le bilinguisme, et que les enfants bilingues, justement, se rendent compte à quel point c'est chouette d'être bilingue, parce que tu en as beaucoup qui, à partir de 5 ans ou 6 ans, sont plus vraiment intéressés de parler la langue de papa ou de maman, ce qui est bien dommage. Leur dire, non, c'est super de parler plusieurs langues. Et puis en même temps, quelque part, c'est aussi de banaliser, ce que c'est que le bilinguisme. Parce que
T'as beaucoup de personnes qui sont monolingues, qui pensent forcément que être bilingue, c'est être autre que. Si par exemple, t'as des personnes qui parlent anglais et italien, on va dire qu'ils sont italiens. On va pas forcément dire qu'ils sont anglais. Alors que tu peux être les deux, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage, quelque part, de se dire, parce que tu parles une autre langue, on va, entre guillemets, te rejeter. Et ça, c'est vraiment dingue. Par exemple, là, vu que je suis prof moi-même, je le vois en classe. Je parlais l'autre jour avec un élève. Il m'a dit « Oh yeah, miss, that's because you're French. C'est parce que vous êtes française. » Je dis « Non, je suis British. »« Non, vous êtes française. » Je dis « Non, mais je suis British, j'ai un passeport. » Je dis, c'est pas possible. Je dis, mais je te promets que j'ai un passeport britannique. Et j'ai les deux. J'ai le passeport français. Et franchement, à sa tête, je parlais pas sa langue, quoi. Il comprenait plus rien, quoi. J'ai fait une leçon avec mon bouquin. Je me suis dit, tiens, je vais tester. C'est ça qui me plaît un peu moins par rapport à Londres, c'est qu'ici, niveau diversité, il y en a beaucoup moins, quoi. Et donc, du coup, j'ai parlé de mon livre. Mes élèves de 6e ne savaient pas ce que voulait dire bilingual. Ça a été un peu un choc, parce que moi, personnellement, je m'attendais à avoir des questions par rapport au livre, mais je ne pensais pas que ça allait être à ce point-là. Et donc, du coup, j'ai expliqué. Et puis, j'avais 2 élèves dans ma classe, un qui parlait justement ourdou à la maison et une autre qui parle un dialecte chez elle. Et du coup, j'expliquais à la fin, bon, du coup, maintenant, vous comprenez un peu mieux ce que c'est d'être bilingue. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, les enfants ont besoin d'être éduqués sur ce que c'est que de parler notre langue. Parce que, regarde, aux États-Unis, on dit les hispanophones, comme si c'était une catégorie forcément séparée. C'est une langue, c'est une identité, mais c'est pas parce que ça que ça te rend moins d'autre chose, quoi. Au final, Charlotte a un peu plus de 10 ans d'expérience de l'enseignement du français auprès de populations anglophones tout autour du monde. Elle le disait tout à l'heure, elle a créé des petits comités de relecture composés d'amis et de professionnels du bilinguisme avant la publication. À la fin de cette première histoire, Nous sommes bilingues, la petite fille, l'héroïne du livre donc, qui est donc bilingue, avoue mélanger un peu les 2 langues parfois quand elle est très fatiguée et notamment en fin de journée. C'est quelque chose qui m'arrive à moi aussi, parfois quand je jongle constamment entre les 2 langues parlées chez moi. Ainsi qu'un peu à mon fils, je l'ai remarqué. Peut-être à vous aussi. Mais je sais aussi que la simple évocation du mélange des langues chez les enfants bilingues fait pas mal grincer des dents chez les professionnels. Car, de ce que j'en comprends, ils considèrent que l'utilisation du mot « mélange » est négative, alors que le bilinguisme est une richesse. Alors j'ai demandé à Charlotte de m'expliquer un peu son raisonnement sur ce point. Oui, ça fait grincer des dents. Moi, je pense que le bilinguisme, ça fait pas retarder l'apprentissage de la langue. Je suis complètement du même avis que les spécialistes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en fait, quand tu regardes bien, on te dit aussi que c'est normal que les enfants mélangent. On te dit que c'est normal. Mais à côté de ça, tu as des parents qui vont être super stricts et qui vont pas bien le prendre quand les gamins vont mélanger. Et c'est pas forcément bien parce que du moment que le gamin s'exprime, faut le laisser. T'as des parents qui sont hyper à cheval là-dessus, quoi, et qui leur disent non, faut faire attention. Et donc évidemment que si le gamin est fatigué et qu'on leur prend dès qu'il mélange, il peut se retrouver frustré. À plusieurs fois, on en a parlé. Ce que j'expliquais, c'est que moi, j'étais au pair en Californie pendant, pas si longtemps que ça, 3-4 mois. Mais j'étais au pair et le petit, il avait 3 ans à l'époque. Moi, je le reprenais parfois. Et il me disait, mais Charlotte, j'ai le cerveau fatigué. Et du coup, c'était un petit clin d'œil, en fait, que j'ai fait. J'ai pas du tout essayé de prendre position ou de... C'était juste, voilà, un petit clin d'œil à une expérience que j'avais connue, que j'avais trouvée charmante et que du coup j'ai voulu inclure. Et donc à chaque fois qu'on en parle, je dis écoute, c'est pas une prise de position, c'est juste un clin d'œil à quelque chose qui s'est passé, quoi. Et puis même en parlant qu'une langue, une seule et même langue, moi personnellement, le soir, je fatigue, même en parlant français, je cherche plus mes mots. T'as pas besoin d'être bilingue pour avoir du mal à articuler certaines choses en soirée, quoi. Je sais pas, quelque part j'ai envie de dire, si vous aimez le livre, partagez-le, parce que le plus difficile finalement, c'est pas de l'écrire, c'est pas de le produire, c'est de le faire connaître. Et moi je suis une maman qui bosse à plein temps, même mettre
une pub sur Facebook ou Insta, ça a un coût, ça grimpe très facilement. Donc, si vous aimez le projet et si vous voulez voir d'autres versions sortir, parce que c'est aussi pour ça que les autres versions ne sont pas encore sorties, c'est que tout coûte de l'argent. Faites-le connaître au maximum, ça serait super. Elle en parlait en début d'épisode. Depuis quelques mois, Charlotte et sa famille tentent l'expérience dans le sud de l'Angleterre, dans la petite ville de Folkestone. Une envie de fuir un peu la grande ville et une envie d'espace. Folkestone, c'est une ville de 46 000 habitants dans le sud de l'Angleterre. C'est une ville qui était relativement paisible, où il se passait pas grand-chose. Et en fait, là, ça fait à peu près 5 ans qu'il y a eu des fonds pour essayer de redonner un peu de dynamisme dans la ville. Et donc maintenant, il y a de plus en plus d'installations artistiques dans les rues. Il y a beaucoup plus de musique qui se retrouve jouée dans les rues aussi. Donc la ville est vraiment pleine de dynamisme et ça, j'adore. En fait, quand j'étais assistante de langue à 18 ans. J'habitais à Hastings. C'est une ville un peu hippie, on va dire. Et puis mais un peu calme, quoi. Et à côté de ça, Brighton, c'était une ville très vibrante. Je sais pas si on peut dire ça en français. Oui, vibrante oui, il y avait un côté hippie, mais il y avait aussi un côté très branché, avec plein de galeries, tout ça. Et en fait, ces dernières années, donc c'est presque 20 dernières années, il y a beaucoup de constructions qui se sont faites en fait à Brighton, avec des immeubles super hauts en fait, pour pouvoir accueillir les Londoniens qui voulaient plutôt faire le trajet de Brighton à Londres, même si c'était long, en train. Et donc du coup, en fait, le côté un peu trendy, un peu branché, est passé de Brighton à Hastings. Et du coup, j'ai l'impression que tout se décale. J'ai l'impression que ce qui était branché et trendy à Brighton est passé à Hastings. Et j'ai l'impression que le côté assez créatif et un peu hippie de Hastings vient maintenant à Folkestone, quoi. Parce qu'avant, c'était très très calme. Et maintenant, il y a plein de choses. Venez à Folkestone, c'est super joli et c'est intéressant, on pourra aller se boire un café. 12 ans après son premier départ de France, après qu'elle ait vécu successivement en Californie, en Australie et désormais en Angleterre, quel est le conseil que Charlotte se donnerait avec tout ce recul ? Je pense que je me dirais tout simplement, mais arrête de douter. Et arrête de croire à ce qu'on te dit. Si toi tu crois en tes projets, en tes envies, fonce. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend des autres qui sont assez... qui nous touchent, parce que des fois ça vient de proches aussi, ou de personnes qu'on admire. Et puis finalement, c'est des fausses croyances, quoi. C'est des personnes à qui on a déjà dit... que certaines choses ne sont pas possibles et donc du coup c'est leur réalité à eux en fait. Mais si on a envie d'autre chose et qu'on y croit, il faut foncer, quoi. Aujourd'hui, Charlotte jongle encore avec ses 3 vies. Sa vie de prof, sa vie de parent et sa vie d'entrepreneur, éditrice et autrice de livres pour enfants. Un rythme soutenu qui a fait émerger en elle une envie très forte de reconversion. Alors, quelles sont les prochaines étapes ? Qu'est-ce que l'avenir lui prépare ? J'ai envie de te dire, il faut que je me trouve, en fait. Il faut que je sache déjà si c'est ça que je souhaite faire. J'ai l'impression que j'ai un petit peu fait ce qu'il fallait faire jusqu'alors. J'ai fait les études qu'il fallait faire en prenant mon temps, parce que forcément, j'ai voyagé entre deux et donc il était temps que j'arrête au moment où j'ai arrêté. Ouais, donc je suis devenue prof, ensuite en charge du français. Maintenant, je suis en charge d'un département entier, plus de m'occuper de l'anglais, langue étrangère. C'est beaucoup de travail et je me rends compte en fait que cette progression, qui est plutôt pas mal, c'est peut-être une progression que j'ai effectuée plutôt parce que c'était le chemin normal qu'il fallait suivre en fait. Mais maintenant que j'ai atteint, si tu veux, le sommet, entre guillemets, et que en plus de ça, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais faire autre chose, comme publier ce livre,
Je me dis que finalement, peut-être qu'il serait temps de peut-être passer à du mi-temps pour commencer. Et puis, de cette façon, avoir plus de temps pour publier d'autres livres, quoi. Dans l'immédiat, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est publier ces autres versions dans les autres langues qui me tiennent énormément à cœur. Monter un petit budget aussi, parce que là, je commence à avoir vendu assez de livres pour enfin me renflouer un petit peu. Parce que j'ai pas encore fait de bénéfices par rapport à ça. Mettre un peu de côté pour faire ces autres versions-là. Et puis voir d'autres histoires. Là, je suis un peu déçue parce que je voulais à tout prix faire une suite. Faire une autre histoire avec les mêmes personnages. Et mon illustrateur a dit qu'il était pas chaud de refaire un travail avec exactement le même style. Et qui était assez occupé en ce moment. Donc, j'essaie de revoir certaines choses. Mais j'aimerais bien faire un livre pour enfants plus jeunes. J'aimerais beaucoup aussi faire des visites d'école et puis pouvoir parler pour sensibiliser un peu les enfants à ce que c'est que d'être bilingue, tout simplement. C'est bizarre parce que autant quand t'es plus jeune, tu réfléchis à ce que tu veux faire plus tard et tu sais pas tous les jobs qui existent en fait. Et je suis un peu à ce moment-là, j'ai jamais quitté vraiment l'école. J'ai toujours été soit élève, soit étudiante, soit tutrice, soit prof. Et faut que je regarde un peu ce qu'il y a comme option, quoi. Mais je pense qu'il faudra toujours que ce soit lié à l'éducation et à éduquer d'une façon ou d'une autre, quoi. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de poser la question à Charlotte. Le bilinguisme, est-ce que c'est vraiment une chance ou un petit peu un boulet qu'on traîne toute sa vie ? Chance ? À 300% 1000%, non, c'est super. C'est François Grosjean, qui est professeur d'université, qui dit que qu'être bilingue, c'est un pont entre deux cultures. Et je trouve ça super. On dit souvent qu'une personne qui est bilingue, c'est une personne qui est 50%, je sais pas, j'ai quelque chose au pif, mais 50% espagnol et 50% italien. Bah non, c'est aussi quelqu'un qui est 100% italien et 100% espagnol, et il n'y a pas besoin de choisir. C'est génial, être bilingue. Moi, j'aurais aimé être bilingue à ma naissance aussi. Ça ouvre des opportunités, ça double les chances de rencontrer des personnes intéressantes. Non, c'est une chance. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Charlotte Wess-Lamorinière pour ce chouette moment passé ensemble. Et un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le rappelle, nous lançons un concours avec Charlotte pour vous faire gagner un exemplaire de son livre. Le concours est ouvert à tout le monde, partout dans le monde. Rendez-vous sur notre compte Instagram pour toutes les modalités de participation. Bon, et du coup, où est-ce qu'on part la semaine prochaine ? Eh ben, je vous propose qu'on écoute. Hong Kong, par exemple, je me suis rendu compte, ça m'amenait pas vers une personnalité que j'aurais aimé être, tu vois. Parce que même si j'étais quand même très ouvert au début, etc., petit à petit, ça te renferme. Tu te retrouves dans un cercle avec des gens qui, c'est quoi ta voiture, c'est quoi, tu sais, ça monte sans arrêt. Et en fait, ça te tire vers le bas en te donnant l'impression d'aller vers le haut. Donc ça, c'est terrible, en fait. Ça te réduit la pensée. Et c'est ce genre de truc, ce genre d'expérience, mais tu peux que les vivre en allant, en te mettant dans un endroit d'inconfort. Tu prends ton éponge personnelle, tu l'écrases complètement et tu la laisses complètement prête à se réabsorber ce qui entoure. Voilà, à vos pronostics. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas que le partager autour de vous, mettre des notes, des avis sur Apple Podcast ou Spotify par exemple, ça nous aide énormément. On compte sur vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain pour de nouvelles histoires. Bye! Et alors, je dois te dire un truc. Félix, il y a un truc qui le perturbe dans Nous sommes bilingues. Oh look, there is a bird. Et Félix fait, non, there is 1, 2, 3 birds. Ah ouais.
Il y en a 2 à gauche et 1 à droite. Et à chaque fois, elle fait non, maman. Il y en a 3. Oui, d'accord. Okay. Ah, mais elle l'a pas vu, la petite fille, faut lui dire. Oh, c'est mignon. Il fait rire.